c'est le président de Lyon et il s'est exprimé longuement dans le journal L'Équipe aujourd'hui et il garde le suspense concernant l'avenir de son entraîneur. Aulas a-t-il raison de laisser le doute pour la prolongation de Garcia? Le PSG, souvenez-vous, un exploit incroyable face au Barça et 2 défaites en Ligue 1. Les débuts de Pochettino sont-ils réussis? On en parlera en plateau. Giroud, vous l'avez forcément vu, il a marqué un superbe but face à l'Atlético. Giroud titulaire à l'Euro, est-ce une évidence? La Ligue des Champions continue ce soir et on a peur, oui, car le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Sans Benzema notamment, le Real est-il en grand danger? Voilà pour le programme. Est-ce qu'il vous plaît? C'est pas mal. Ah, je suis ravi. Si Dave Apadou est content, tout va bien. Je vais y mettre du mien, alors ça va devenir historique. N'est-ce pas? Et je pense que même le début d'émission va beaucoup vous plaire parce qu'on va parler d'un carton. C'est le carton du Bayern Munich. C'était hier en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et les Bavarois ont gagné 4-1 sur la pelouse de la Lazio Rome, Julien. Ouais, regardez, le Bayern enregistré, son 18e match sans défaite en Ligue des Champions de manière consécutive. Ça fait 17 matchs sans victoire. Victorieux, pardon. 17 victoires et un match nul pour le Bayern. En tout cas, on a compris. Oui, ça commence La bien. série est impressionnante, c'est 18 matchs sans défaite pour les Bavarois. C'est un chiffre Dès qu'on dit absolument que t'es le chouchou, incroyable. Ah oui, tu perds tes moyens. Arrêtez de l'embêter. Vous avez vu en tout cas les buts du Bayern Munich hier. Vous avez vu cette série donc incroyable d'invincibilité pour les joueurs du Bayern Munich. La question, elle est toute simple, messieurs. Le Bayern est-il le grand favori à sa propre succession? Parce qu'on rappelle effectivement que le Bayern a gagné la dernière édition de la Ligue des Champions. Benoît nous dit oui avec Manchester City. City qui jouera ce soir. Oui pour Sébastien. Favori, oui, mais pas seul pour Thibaut. Attention à Manchester City pour Juju. Oui, mais 3 petits points pour Eric. Un des 2 grands favoris pour Dave. Allez, Seb, j'ai envie d'être très sympa. On va commencer avec vous. Vous m'avez fait une réponse claire. C'est oui. Mais oui, moi j'essaye de répondre aux questions. Et c'est appréciable. On m'a dit que vous n'étiez pas toujours titulaire. Je me dis, je vais l'aider. Écoutez, je remplace Estelle, je remplace Greg. Voilà. Et je suis là et je vous pose une question qui me paraissait bien. Et bien là, et le Bayern est là et bien là. Et si la question c'est est-il le grand favori à sa succession, évidemment qu'il faut répondre le Bayern. On sait bien sûr dans l'histoire récente, mis à part le Real Madrid, que c'est difficile de conserver un titre. Mais cette équipe-là, qui a vécu un tout petit passage compliqué après sa victoire en championnat du monde des clubs, en perdant un match et en faisant un match nul en Bundesliga, elle a une capacité mentale à se relever, on l'a vu hier, et une densité d'effectifs qui a peu d'égal en Europe. Alors, on va me parler de Manchester City, oui. Ok, très bien. Mais Manchester City, à l'heure qu'il est, sur quoi se repose cette équipe sur le plan défensif pour réussir en Europe aujourd'hui, pour aller gagner un titre? On a vu, depuis que Guardiola est là, que pour l'instant, il n'avait pas réussi à faire cette mue-là et être compétitif en Europe sur le plan défensif. Est-ce que cette année, cette équipe en sera capable? Si vous en êtes persuadé, moi non. Peut-être, ce serait sympa. Mais pour l'instant, il n'y a aucune certitude à ce niveau-là, alors que le Bayern a énormément de certitudes. Oui, c'est vrai que c'est le gros point noir, on en parlera peut-être des choses à améliorer du côté de Manchester City. Seb en parlait, c'est très rare qu'un club garde son trophée. Alors, il y a le Real Madrid, mais sinon il fallait revenir bien en avant. J'étais à peine né. C'est vrai ça, Karine. Vous étiez à peine né. Il faut remonter, aller à la début des années 90 pour retrouver une équipe qui fait le doublé. Et bien 2 années de suite, c'était le Milan. Souvenez-vous, en 89-90, qui réussit à garder sa couronne. Mais sinon, après, il faut remonter 10 ans auparavant avec Nottingham Forest. Il y a eu Liverpool, le Bayern, l'Ajax, l'Inter ou encore Benfica. Mais sur les 20 dernières années, il y a que le Real qui a réussi à le faire. C'était la Coupe des clubs champions. Pas la même compétition. Exactement, c'était la Coupe des clubs de... C'était plus facile. Une fois que vous étiez dans la compétition, c'était plus dur d'aller dans la compétition, mais une fois que vous étiez dans la compétition, c'était plus facile. Les parcours n'avaient rien à voir avec aujourd'hui. Alors, pour rebondir sur ce que disait Seb, et c'est évident, vous voyez bien Manchester City aussi, mais c'est vrai que Manchester City, en Ligue des Champions, il y a des éliminations, et surtout des éliminations face à des adversaires dits moins relevés. Oui, bien sûr. J'ai mis un point d'interrogation sur City, forcément le Bayern, parce qu'ils ont une force de frappe offensive qui est incroyable. Hier soir, il n'y avait pas Müller, il n'y avait pas Gnabry, mais tu avais Coman et Leroy Sané qui ont fait un festival, bien entouré par Lewandowski qui fait jouer les autres, qui s'est mis en grand buteur hier soir. Mais City en point d'interrogation parce que je trouve qu'il s'est passé quelque chose en cours de saison. Il a changé beaucoup de choses. Il a mis des cadres sur le banc. Il n'a pas eu peur de mettre Laporte, de mettre Gabriel Jesus. Et je trouve qu'il a trouvé un équilibre. C'est vrai qu'auparavant, City, c'était une équipe plutôt déséquilibrée, qui attaquait énormément et qui se retrouvait un peu comme le Barça, souvent en 1 contre 1 défensivement.
Et là, je trouve qu'elle est beaucoup plus équilibrée. Les latéraux ne montent beaucoup moins, ce qui permet aussi aux attaquants d'avoir un petit peu plus de liberté. Il a relancé aussi Stones. Il a fait le choix aussi de mettre Benjamin Mendy sur le banc. Et une dernière chose, je trouve aussi que la venue de Juanma Millo, qui est un petit peu le père spirituel de Guardiola, qui est un fin tacticien, quelqu'un qui est très fort dans le management, je pense qu'il y est pour quelque chose aussi. C'était aussi l'adjoint de Sampaoli à Séville. Ah, Sampaoli, on en reparlera forcément dans des émissions. Eric, ce qui est quand même bluffant du côté du Bayern Munich, on en a parlé il y a quelques semaines lorsqu'on a vécu le mondial des clubs sur la chaîne L'équipe, ils ont réalisé la même chose que le Barça avait fait en 2009, c'est-à-dire gagner les 6 titres possibles. Et on a l'impression qu'ils n'ont jamais fini de gagner. Ils sont jamais rassasiés et c'est un peu quand même l'ADN aussi du Bayern. C'est-à-dire que t'en veux toujours plus, c'est la machine qui continue et il y a un trophée, tu l'attrapes, tu le prends. Ouais, il faut rappeler cette stat incroyable, même s'il y a eu la défaite à Francfort qui fait que désormais Flick a autant de défaites que de trophées, mais bon, cette stat est absolument incroyable. On lui 6 pardonnera. trophées pour 6 défaites depuis qu'il a pris l'équipe. Incroyable. Et indéniablement, ils font partie des favoris. Je trouve que c'est un tout petit peu plus aléatoire que l'an dernier parce que d'abord, dans leurs résultats, de temps en temps, vraiment de temps en temps, il y a des petits couacs. Dans l'effectif, évidemment, les blessures qu'on a vues, Niabri et compagnie, ça peut jouer. On ne sait pas, avec cette saison post-Covid, on ne sait pas si à un moment, il peut y avoir un enchaînement de blessures dans tous les clubs. Tu ne sais pas si ça peut arriver, même si évidemment les préparations sont très axées. Il y a cette incertitude-là. Voilà, je trouve qu'ils ont des petits ratés. Thiago Alcantara, pour l'instant, voilà. Donc, et puis les autres, Liverpool, pour moi, il ne faut pas les exclure. En ce moment, ils sont la tête dans le seau, mais on verra dans quelques mois dans quel état ils sont. Donc évidemment, le Bayern fait partie des favoris. City, j'ai un peu plus de doutes parce que pour moi, Guardiola n'a toujours pas de plan de rechange. Quand son jeu ne marche pas et qu'une équipe arrive à le faire déjouer, bah c'est fini, il n'y a rien d'autre. Voilà, il n'y a pas de plan B. C'est un choix, mais ça a souvent posé problème en Ligue des Champions. En revanche, voilà, je pense qu'il ne faut pas exclure d'autres équipes. Le Bayern Munich, donc, qui a gagné hier 4-1. Est-ce que le Bayern est le favori des bookmakers ? Alors, il fait partie des favoris. Regardez, le grand favori, en tout cas pour le moment, si on s'arrête, si on fait une photographie, c'est Manchester City. Regardez, coté à 3,75 pour la victoire finale en Ligue des Champions. Liverpool est coté à 7, le Paris Saint-Germain à 6,50. Et puis, Chelsea arrive avec coté à 14. Mais Dave, c'est très surprenant parce qu'on dit que pour gagner la Ligue des Champions, il faut avoir une expérience dans cette compétition, il faut avoir l'habitude de gagner. Et Manchester City, c'est tout le contraire. Ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions. Et en plus, ils ont eu des défaites quand même face à Monaco. Ben, c'était Manchester City qui était favori. L'an dernier, il y a Lyon. Donc, c'est quand même incroyable, les cotes des bookmakers. Oui, mais parce qu'ils observent... Parce que Guardiola, en fait. Non, pas seulement. Parce que les autres années se ressemblaient. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe fabuleuse en championnat, mais avec des fragilités, mais qui était tellement plus forte que ses adversaires, qui a donné l'impression à chaque fois de mieux jouer que son adversaire, etc. Sauf que en Ligue des Champions, on sait que de prendre un but, 2 buts, ça peut être fatal. On se souvient notamment de la double confrontation avec Tottenham où ça s'était joué, pareil, une pointure de chaussure et ça avait fini par leur coûter cher. Cette gestion des temps faibles, jusque-là, ils avaient une vraie faiblesse City. Il y a un truc quand même qui a changé cette année, c'est qu'ils ne prennent plus de buts. Ça fait des semaines, des mois qui ne prennent quasiment plus de buts depuis qu'ils ont réorganisé un petit peu l'équipe, on l'a dit, avec les latéraux intérieurs, etc. Diaz qui clairement leur a apporté quelque chose. John Stones qui maintenant fait la paire avec lui et ça a l'air de mieux fonctionner. C'est une équipe qui est beaucoup moins champagne. Ceux qui ont vu par exemple le Manchester City Arsenal, en l'occurrence Arsenal City, triste un peu. Exactement triste. C'est-à-dire que 1-0 de Manchester City, exactement. on reste sur notre fin. C'était ennuyeux. Voilà, et vous vous souvenez avant, le City aurait attaqué, aurait essayé de punir cette équipe. Là, 1-0, ils sentent qu'en face, ça ne leur fait pas mal. Et même ils gèrent. Ça, c'est quelque chose de nouveau. À l'inverse, moi j'observe le Bayern quand même depuis maintenant. Bien avant même la Coupe du Monde des clubs. Ben on espère quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, parce qu'on dit on les regarde en Coupe d'Europe, personne ne les regarde en Bundesliga. Moi, je les regarde en Bundesliga, et très souvent ils sont menés, ils renversent les exactement. Mais ça veut dire que c'est une équipe qui encaisse des buts. C'est une équipe qui est plus fragile sur le plan défensif. C'est une équipe où, par exemple, Pavard cette année est très critiqué. Où l'alternative, c'est soit Zoule comme hier, soit Bounassar. Il y a des petites fragilités. Attention, je suis pas en train de dire que d'un seul coup, c'est une équipe qui est prenable par la SPTT Ukraine. Je dis juste que... Ah, on va recevoir un coup de fil. Oui, c'est clair. Moi, je vais recevoir des textos. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe qui me paraît moins machine de guerre que ce que j'ai vu l'été dernier. Voilà. Mais il y a un homme, c'est une machine de guerre, ça c'est sûr, c'est Robert Lewandowski. Il a encore marqué hier et maintenant il est sur le podium des meilleurs buteurs. Oui, c'est le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 72 buts. Il a dépassé qui hier ? Il a dépassé un certain Raoul. Et regardez son ratio de buts, 0,76 pour le Polonais, c'est assez colossal. Cette saison, toute compétition confondue, c'est 32 buts en 31 matchs pour l'avancement du Bayern. Sur ça, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est le meilleur neuf actuellement. Clairement, oui. Le ratio est quand même assez incroyable.
Et je trouve qu'en fait, il est régulier, c'est ça. Et en plus de marquer des buts, il fait jouer les autres. C'est-à-dire que voilà, C'est un super footballeur. C'est ça, mais lorsqu'il décroche, ça permet aussi aux deux mobiliers sur les côtés de prendre les espaces. Il est à la réception de chaque centre. Et puis il fait aussi les efforts défensifs. C'est quelqu'un de très altruiste. Non, aujourd'hui, c'est le meilleur numéro 9, avec, je dirais quand même Benzema. Et à l'inverse, c'est le gros problème de City. Pour moi, quand même si tu as... il joue sans 9 maintenant. Eh oui, mais donc, d'accord, jouer sans 9 Non, mais c'est un en choix. Ligue des Champions jusqu'au bout. Mais ça fonctionne. Ils ont gagné une Ligue des Champions. Barcelone comme ça, a fait, hein. Barcelone, mais... Oui. Moi, je trouve quand même qu'avoir un vrai 9, et notamment qui te met but sur but en Ligue des Oui, mais Champions, il en a sur le banc. c'est une certitude qui t'aide quand même dans Non, la... mais dans la d'accord, Ligue. mais là pour le coup, et je vais davantage vous rejoindre par rapport à City, tu parlais de plan B, de l'absence de plan B, et là du coup il y en a un quand même, parce que sur le banc, t'as Gabriel Jesus T'as Agüero. et t'as Agüero. Donc ça peut quand même t'offrir des solutions en cours de match. Manchester City qui joue ce soir son 8e de finale aller de Ligue des Champions, Julien. Oui, c'est exactement. Manchester City qui va affronter le Borussia Mönchengladbach de Marcus Thuram ou encore d'Alassane Plea. Et attention, parce que les Citizens ont souvent buté face à des adversaires moins importants, donc attention. En tout cas, on suivra ça ce soir. Thibaut, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une vague bavaroise ou pas ? Pour l'ensemble de son œuvre, les supporters, ils ont envie quand même de leur donner cette Ligue des Champions, de dire que c'est le grand favori, ça c'est sûr, mais pas forcément que pour la rencontre d'hier, même s'il y a eu 4-1 à l'extérieur. En effet, parce qu'on nous dit que la Lazio en Ligue des Champions, c'est plutôt, on fait acte de présence et rien de plus. On était juste venus là pour voir s'il y avait la lumière et puis finalement... C'était pas un énorme choc de Ligue des Champions. Voilà, ça n'a pas impressionné plus que ça, d'autant que les Lazialais, ils s'en étaient remis à quoi ? À 24 heures du match, à la prière, pour espérer gagner la rencontre, donc c'était un peu léger comme tentative pour déstabiliser le Bayern qui en plus fait jouer les jeunes. À 17 ans et 363 jours, Jamal Musiala devient le plus jeune buteur du Bayern en Ligue des Champions, donc ça veut dire qu'il y a une relève derrière, il y a quelque chose. Cette statistique folle aussi donnée par Julien tout à l'heure, le Bayern qui n'a perdu aucun de ses 18 derniers matchs disputés en Ligue des Champions, c'est la première fois depuis Manchester 2007 à 2009, c'est complètement fou, donc ça a tourné énormément sur les réseaux sociaux. On nous dit, bien sûr, on sacralise Robert Lewandowski qui est désormais seul 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Et donc pour l'occasion, ils mettent une photo de Ronaldo. Pour bien montrer quand même qui est le patron, hein, bien sûr. Et puis il n'a même pas le droit à sa photo. C'est là que vous voyez que c'est plus vendeur Ronaldo que Lewandowski, le marketing avant tout. On nous dit aussi que derrière, il y a une équipe colossale. Voilà les raisons qui en font le grand favori. Kingsley Coman, encore une fois en démonstration hier, qui a plu et qui a charmé toute l'Europe. Il y a encore Trippi Makonda, l'ancien Parisien, qui ira dire qu'il y avait pénalty 1000 fois pour la Lazio. Mettez des micros dans le camion de la VAR, qu'on rigole un peu. Peu importe, hein, on sait que le Bayern aurait quand même atomisé la Lazio. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en effet, il n'y a pas photo, il n'y a pas grand débat. Tout le monde voit le Bayern très très haut et justement, dans ces cas-là, on attend une surprise. Le Bayern, donc, qui a gagné son match 4-1. Dans quelques instants, on se retrouve évidemment avec le PSG et Pochettino. On se demandera si les débuts du coach argentin sont réussis. Et je pense que ça intéresse beaucoup Sébastien Tarago. Et on va parler donc du PSG. Le PSG qui nous laisse un goût amer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un carton face au Barça, une victoire 4-1. Et 5 jours après, retour à la Ligue 1. Et c'est le gros gadin, une défaite dimanche dernier face à Monaco 2-0. Mais pourtant, Mauricio Pochettino prend toute la responsabilité de cette défaite. On l'écoute. Quand on ne gagne pas un match, le premier responsable, c'est moi. S'il y a un coupable, c'est moi. J'assume la responsabilité. Mauricio Pochettino qui a fait son premier entraînement avec le PSG, c'était le 4 janvier dernier. La question, elle est toute simple. Les débuts de Pochettino sont-ils réussis ? Benoît, mitigé. Non pour Seb, 12 sur 20. On met des petites notes avec Thibaut. Laissons-lui du temps pour Julien. Pas vraiment, mais instructif. Tout à fait. Instructif. Allez, on va dire oui. Oh, David savait pas quoi dire, alors il a dit allez, on va dire oui. Oui, vous êtes séduit. Non, séduit non. Mais c'est pour ça d'où... Assez réussi, mais pas séduit. Non, exactement. Puisque, évidemment, on se rend bien compte que dans le jeu, ça reste compliqué, notamment en championnat. Que les résultats, en plus, ils sont maintenant un petit peu aléatoires. On se souvient de Lorient, là maintenant contre Monaco. Mais dans cette séquence-là, il a quand même réussi haut la main le rendez-vous. Voilà. C'est pour ça que je dis oui, parce que ce rendez-vous-là, il est marquant, il était chargé de symboles. On peut toujours discuter, moi le premier, de la valeur de ce qu'il y avait en face, etc. Mais par rapport à tout ce qui pesait sur le PSG, par rapport à ce rendez-vous-là et les souvenirs qu'il y avait avec,
non seulement ils l'ont réussi ce rendez-vous, mais ils l'ont réussi haut la main. On verra le match retour quand même, Dave. Bien sûr, évidemment. Mais Dave, là, on est aujourd'hui. Est-ce que cette réussite au Camp Nou, qui est réelle, finalement, elle n'est pas un petit peu diminuée par justement cette défaite qui arrive dans la même semaine? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un élan. Ah non, mais ça c'est sûr. Bien, et évidemment, pour l'instant, on sent que sur la continuité et on sent que sur des problèmes au quotidien, face à des équipes surmotivées, des équipes surpréparées, parce que Monaco était très bien préparé pour ce rendez-vous, pour l'instant, ils n'ont pas la clé. Et ça dure déjà depuis maintenant un bon moment. Mais le fait est que, dans sa séquence à lui, depuis sa prise de fonction, il y avait le trophée des champions, quoi qu'on en dise, il l'a pas raté, et ce rendez-vous à Barcelone, il l'a plus que réussi. Donc évidemment, je suis mitigé comme tout le monde, mais malgré tout, si on inversait, il avait raté ces 2 rendez-vous-là et il avait réussi le reste, je pense que ça aurait été plus grave. Là, il est encore en course dans tout, donc je dis, allez, c'est quand même un petit oui, quoi. Benoît, il y a eu un grand rendez-vous, il a été réussi, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que c'est pas frustrant de finalement revoir un petit peu des scénarios qu'on a déjà connus? C'est-à-dire qu'une grande soirée du PSG, de l'envie, de l'élan, des promesses peut-être, et puis le match suivant, on retrouve un PSG qui nous agace, qui retombe dans ses travers. Et dans la même semaine, on a vu le meilleur comme le pire du PSG. En fait, le problème, Pochettino, c'est qu'il est confronté à un problème qui était celui de Thomas Tuchel. C'est-à-dire que et dont là, il va falloir qu'ils trouvent la solution. C'est-à-dire qu'en fait, contre le Barça, ils ont fait un match incroyable. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont aspirés et qu'ils ont profité de la profondeur. Et avec des Mbappé, des Keane, ça va très vite. Mais lorsque tu joues face à une équipe bien regroupée, ce qui est forcément le cas en Ligue 1, le PSG manque d'inspiration, manque d'investissement aussi. On l'a vu notamment avec le cas Mbappé, qui a fait un match incroyable contre le Barça et qui, dans l'investissement, était à côté de la plaque face à Monaco. Il faisait pas les efforts défensifs. Et c'est là où Pochettino va devoir trouver la solution. Il va aussi devoir rentrer un petit peu dans les têtes de ses joueurs. Il va falloir qu'il les convainc de faire les efforts, de faire tel ou tel déplacement dans le but d'aider l'équipe. Voilà, moi je l'attends vraiment sur ça face à une défense bien regroupée. On a vu une victoire, donc on l'a dit, face au Barça. On voit une défaite et dans le contenu, il y avait vraiment beaucoup de choses négatives du côté du PSG. Et derrière, les Parisiens ont 2 jours off. Eric, est-ce que Pochettino, il doit avoir le rôle un petit peu du méchant parce qu'on sait qu'il y a un problème d'autorité au PSG, que ça va d'en haut jusqu'en bas et c'est compliqué? Ou est-ce que c'est normal parce qu'il faut aussi les laisser souffler parce que la saison va être longue et parce que c'est une année Covid, etc. Il doit situer où le curseur en fait? Ouais, j'ai envie de dire que c'est anecdotique. C'est vrai qu'après une défaite, il aurait pu marquer le coup en disant tout le monde à l'entraînement demain parce que l'attitude j'ai pas aimé. Après, je pense qu'il veut pas se braquer avec son groupe tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai dit imprimer tout de suite sa marque. Je trouve quand même qu'il fait un choix. Alors, on verra s'il s'y tient. Là où moi, je reprochais par exemple à Tourelle, à un moment, il avait voulu essayer les 4 offensifs. Et puis, dès que les gros matchs arrivaient en Ligue des Champions, on se retrouvait à nouveau avec les 3 milieux, avec Marquinhos qui montait parce que face aux grosses équipes. Alors, je dis pas qu'on peut jouer avec 2 milieux défensifs face aux grosses équipes, mais j'ai l'impression que lui, il va s'y tenir. Là, il y avait pas Verratti contre Monaco. On a vu que ça changeait tout quand même au coup d'envoi. Dans l'absolu, si tu mets Verratti à côté de Paredes ou de quelqu'un d'autre et qu'après tu as ton trio, déjà le choix de Keane par exemple, je trouve s'il se maintient, c'est un choix qui est assez fort, il n'y a plus de Sarabia, il n'y a plus de tout ça en tout cas pour démarrer. Donc je trouve quand même qu'entre le système tactique, le fait qu'il ait remis Marquinhos à sa place, le fait qu'il s'en tienne à ça, je trouve que c'est quand même instructif. Après il faut voir sur la durée si ça peut suffire. Et on verra avec tout le monde surtout. Mais par rapport à un peu à l'image de Kovac d'ailleurs, je trouve que Kovac quand Monaco allait pas bien en décembre, il n'a pas tout changé d'un seul coup parce que ça n'a pas été pendant 3 matchs. Il a continué à travailler sur ce qu'il voulait mettre en place. Et j'espère que Pochettino va se tenir à ce 4-2-3-1 de la façon dont il l'a construit pour essayer d'avancer dans la saison comme ça. Julien, ça fait 12 matchs que Pochettino est à la tête du PSG. Ça donne quoi dans ses choix des hommes? Disons qu'il y a une vraie évolution tactique, comme l'évoquait tout à l'heure à l'instant même Eric. Le PSG avec Pochettino est passé en 4-2-3-1 avec effectivement le repositionnement de Marquinhos en défense centrale. Danilo lui est sorti du 11, c'est Paredes qui a repris un petit peu les clés du jeu en tout cas au milieu de terrain avec une position un peu hybride pour Marco Verratti, à la fois meneur de jeu, milieu relayeur ou parfois qui redescend entre les lignes pour faire jouer ses coéquipiers. Sous Thomas Tuchel, la défense, vous allez le voir, c'était un petit avec Michel Bakker qui était présent, notamment sur le côté gauche, et non Levin Kurzawa. Et puis on avait ce schéma avec Marquinhos au milieu de terrain, ou encore Danilo, milieu de terrain de formation, mais qui jouait défenseur dans les rencontres dites importantes. Malheureusement, on n'a pas mis un Neymar dans la compo de Pochettino parce qu'il est souvent absent. Bah oui, mais c'est ça malheureusement. Le souci, on sait très bien que quand il sera apte, il sera titulaire. Oui, il y a des choses. On peut prendre les paris, Seb, là-dessus on est d'accord. Mais malheureusement, Pochettino. Et ce sera d'ailleurs très amusant, parce que moi ce qui m'agace, c'est souvent les commentaires
j'entends. Et donc, il a fait une grande révolution avec Marco Verratti. Ok, bon, quand il y aura Mbappé, Neymar et compagnie, on verra où joue Marco Verratti. Il retournera à sa place. Il a cherché une alternative. Et si c'était un numéro 10 à la Michel Platini, je crois que quelques entraîneurs s'en seraient rendus compte auparavant. Mais de la même manière qu'il est impossible de condamner Mauricio Pochettino, ça va de soi, il est impossible non plus de dire que c'est déjà réussi. Et parce que les faits le prouvent aujourd'hui. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est en position de gagner avec des champions et de gagner le championnat de France, mais il est en position de ne pas être qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine aussi. Et je pense que jamais, de mes souvenirs, jamais le PSG a été en si grande difficulté au mois de mars, fin février, en championnat depuis l'arrivée du Qatar. Là, on parle de quelque chose d'énorme. La pression peut être énorme sur le Paris Saint-Germain. Tu vas peut-être éliminer le Barcelone, mais peut-être te faire éliminer en quart, on verra. En tout cas, tu l'as pas gagné, la Ligue des Champions. Et en attendant, tu peux te retrouver 4e du championnat. Et là, attention, c'est un truc de fou pour le Qatar. Donc, tu es sous pression. Et quand on voit l'attitude, parce que quand Mauricio Pochettino est arrivé, en gros, on a dit, ouais, vous allez voir. Et puis, alors, avec eux, ça va pas bouger. Hein. C'est la classique. Ça va pas bouger, non. Oui, non, mais voilà. Donc, c'est insupportable, en fait. Parce que le discours change en 3 jours en plus. Mais ce que l'on peut constater, c'est qu'en championnat, il continue à retomber dans certains travers que je peux comprendre. Je peux comprendre que certains joueurs aient du mal à être réguliers. Je le comprends. À être autant motivé le dimanche contre Monaco que le mardi contre Barcelone. Mais c'est la réalité. Seb, Monaco, c'était quand même un gros match. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une équipe de bas de tableau. Et il y avait eu quand même le match aller. Il y avait eu un revers. Tout à l'heure, vous avez dit, je ne sais plus qui a dit, je crois que c'est Dave, il a parlé de l'importance évidemment de la Ligue des Champions. C'est leur objectif numéro 1. Mais c'est le plus gros problème de ce club. Que ça soit l'objectif numéro 1. Parce que quand tu signes au Paris Saint-Germain, on t'explique à quel point on te met cette pression-là. Mais il n'y en a qu'un qui gagne, les amis. Il y en a qu'un qui gagne et ils sont forts. Donc, il faut se détacher à un moment. Il faut que ce club... Et Pochettino l'a parfaitement compris en plus. Et c'est vrai ce qu'a dit Dave. Et il faut que ce club se détache de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse tout ce qu'il faut pour essayer de gagner la Ligue des Champions, oui, mais pas avec cette pression qui devient une pression négative. Mais qui ne pense qu'à ça, c'est à la limite, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'après, ça influe. S'ils sont 4e du championnat, moi, j'ai souvenir, c'est pas grave. Dans la phase aller, d'un match important à Montpellier en championnat, où il y avait le match contre Başakşehir, le retour, où il n'avait besoin que d'un nul pour se qualifier pour la 8e de finale 3 jours après. Bon, c'est Başakşehir, je veux bien qu'il peut arriver un accident industriel en Ligue des Champions, ça peut arriver, mais je veux dire, le championnat était déjà serré à l'époque. Bon, ils avaient gagné à Montpellier, mais ils avaient mis une équipe mais vraiment B ou C. Mais ils avaient été bons. Oui, mais il y avait tellement... Je suis d'accord avec toi. Tout était centré sur ce match contre Başakşehir, on avait l'impression qu'ils jouaient le Barça avec 4 buts de retard à remonter pour se qualifier pour la 8e. C'est marrant parce qu'il y a quelques équipes qui font l'inverse, ils tournent en Ligue des Champions. Et ce que je comprends pas, c'est qu'à un moment, tu peux pas avoir peur de jouer chez toi contre Başakşehir pour un match nul, alors que tu as un gros match en championnat. Il se trouve qu'il l'avait gagné, donc il n'y a pas eu de débat. Mais tu dois pas tout construire. Mais t'es sûr que c'est que la peur. Moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a aussi une histoire d'exposition. C'est-à-dire que sur la scène de Ligue des Champions, indépendamment du fait que tu as une marge, tu es qualifié, etc., tu ne mets pas, quand tu es Paris, c'est leur logique, tu ne mets pas ton équipe à prime ou bis, quoi. Tu mets tes plus beaux joueurs parce que tu veux les exposer. Il y a un enjeu d'image, faut jamais oublier. Tu peux quand même les faire jouer aussi d'autres matchs avant et après. J'entends bien, mais je dis juste que moi, je dis pas que je les rejoins, je dis juste que par rapport à leur logique à eux, si on comprend leur logique, que le championnat, c'est un peu l'ordinaire, c'est pas la Première Ligue, c'est pas la Bundesliga, c'est pas la Serie A, c'est pas la Liga. Eux, leur truc, c'est Başakşehir, il faut que je vois Neymar, c'est comme ça, le propriétaire, il va pas comprendre que tu fasses tourner Neymar sur ces rendez-vous-là. On se dit tous qu'à un moment, quand ils vont s'énerver un peu, ils vont gagner, ils vont tout gagner et s'imposer en championnat, mais faut pas tarder. Faut pas tarder. Non, le problème, c'est est-ce que le PSG peut se permettre de ne pas être champion? C'est déjà arrivé, on le rappelle évidemment avec Monaco. Il y avait eu le tout début de l'ère Qatari avec le changement de Comboiré et l'arrivée d'Ancelotti. Mais là, je veux dire, il y a du temps qui a passé. Le PSG s'est renforcé comme jamais sur ces dernières saisons. Si tu te retrouves à pas être champion, c'est pire qu'en 2017? Ça dépend du parcours de Champions League, c'est ça. Si vous faites sortir en quart de finale et que vous n'êtes pas champion, forcément ça va tiquer. Moi je pense que ce serait pire. Parce qu'il n'y avait pas Neymar et Mbappé notamment en 2017. C'est sûr, parce que Monaco avait fait une saison exceptionnelle. Exactement. Avec 107 buts marqués, ils marchaient sur l'eau. Et 2 défaites. Et là, il y a 6 défaites du Paris Saint-Germain déjà. Non, mais le problème, c'est là la différence. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, en Ligue 1, c'est même pas une question
Oui, certes, on parle aussi d'investissement parce que on peut avoir du relâchement et ça peut se comprendre. Mais c'est surtout qu'ils n'y arrivent pas en Ligue 1. Pourquoi ? Parce qu'en Ligue des Champions, ils jouent contre des équipes qui jouent, qui ouvrent le jeu. On l'a vu face à Barcelone. S'ils vont jouer contre une équipe comme le Bayern ou comme City ou comme Liverpool, ce sont des équipes qui ouvrent le jeu. Gladbach qui va jouer contre City, c'est une équipe qui joue. L'Atalanta, c'est une équipe qui joue. Leipzig. En Ligue 1, vous jouez contre des équipes avec 5 défenseurs, un bloc hyper bas, et le Paris Saint-Germain n'y arrive pas. C'est ça, ils n'arrivent pas à trouver la solution. La preuve, il y a 6 défaites. À Lorient, vous avez Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi, vous perdez 3-2. Donc c'est là où on peut se poser des questions sur le Paris Saint-Germain en Ligue 1. En menant 2 fois quand même. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le... Tu vois, il menait. Enfin, ce match, au-delà des présences des joueurs offensifs, ils ne doivent pas le perdre tout simplement. Avec un peu d'application de sérieux de concentration, même si c'est dur, ils mènent quand même au score. Mais les années précédentes, on ne le voyait pas ça. Ils écrasaient la Ligue 1. Ouais. Avec des scores assez larges, et là on les voit. Julien, au niveau du bilan, ça donne quoi ? Alors on rappelle évidemment, il a que 12 matchs comme coach du PSG, mais est-ce qu'il y a une tendance déjà ? Disons qu'il s'en sort plutôt bien dans les chiffres. C'est 12 matchs, Mauricio Pochettino, 9 victoires avec le Paris Saint-Germain, 2 défaites effectivement face à Lorient et face à l'AS Monaco. Thomas Tuchel, lui, avant de quitter le Paris Saint-Germain cette saison, il était sur un pourcentage de victoire aux alentours de 65% de victoire. Mais est-ce qu'il y a une vraie amélioration dans le jeu ? Eh bien, pas forcément. Regardez, sur le plan offensif, que ce soit avec Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino, on est sur les mêmes standards. Et exactement sur le plan défensif, c'est exactement la même chose. Regardez le prochain tableau. Le nombre de buts encaissés par match, il est quasi équivalent. Et le nombre de tirs subis par match, il a pratiquement pas bougé. Donc il n'y a pas forcément d'évolution dans le jeu entre les deux coachs. Et une dernière chose, Karine, c'est toi, Dave, qui en avait parlé. Cette équipe du Paris Saint-Germain ne court pas. Ah oui. On l'a vu. On l'a vu face au Barça. Des 2 équipes ne couraient pas. Tu avais pris le face à le même soir, Leipzig, d'écart. Voilà. C'est le problème aussi du Paris Saint-Germain. Si une équipe, ça la donne pas, ne court pas, parce que le football aussi, c'est courir. Et si tu cours pas et que tu mets pas à 100% de tes moyens, tu peux te faire surprendre. Monaco a mis des courses, Monaco a été organisé, Monaco était rigoureux. Et t'as l'impression qu'il suffit pas de beaucoup plus que ça en ce moment pour embêter le PSG. Exactement. Tellement il manque d'un peu tout. Il y a, je trouve, un petit peu le syndrome de la petite princesse. C'est-à-dire que quand ils sont en Ligue 1, il faut pas les toucher. Alors je dis pas que de temps en temps ça va trop loin évidemment, et Neymar parfois prend trop de coups, mais il y a quand même globalement, si on les touche, ça les agace vraiment. Mais à un moment c'est un combat. Et en face, de la même manière que eux, lorsqu'ils vont au Barça, ils sont dans un mode combatif. Exactement. Et presque un peu guerrier, comme on l'utilise parfois ce terme dans le monde du foot. Mais les autres, c'est pareil, il faut savoir l'accepter. Et si t'es pas prêt à mener ce combat-là, aussi peu talentueux soit-il par rapport à toi, tes adversaires, ils vont te marcher dessus. Et ça c'est l'histoire des sports de contact. Et ça, c'est unique en Europe. Mais oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre équipe, aussi dominante soit-elle, que ce soit la Juve dans les grandes années jusqu'à cette année, ou le Bayern, je les entends pas, on lit un peu tous la presse, pas de campagne de presse, ils ont joué trop dur avant un match de Ligue des Champions, c'est un championnat, ils acceptent le fait que... Ils le savent. Voilà, exactement, ils savent, c'est ça la compétition, et là d'un seul coup, il faudrait parfois que certaines équipes servent de sparring partner, c'est pas possible. Il y a des attitudes parfois qui trompent pas. Genre, pourquoi tu m'as touché, quoi? On fait pas partie de la même classe. Ben si, vous jouez la même championnat, et ben à un moment, chacun va jouer comme il peut, avec de l'agressivité, et tant que ça reste honorable, dans les règles à peu près, et ben c'est tout à fait logique. Et les joueurs du PSG donc ont repris l'entraînement cet après-midi. Thibaut, alors les supporters du PSG, ils ont quand même l'habitude, mais ils sont montés tout en haut et puis il y a eu un crash dimanche. Ils en sont où avec Pochettino ? C'est l'histoire de leur vie un petit peu aux supporters du PSG. Puis c'est un peu le principe d'être supporter, mais c'est vrai qu'avec le PSG, il y a beaucoup de hauts et de bas. C'est irrégulier. Ils étaient plutôt ravis du changement début janvier, donc ils attendaient des changements, notamment une équipe qui court un peu plus, donc ils attendent encore. Le titre de champion de France, il y a l'ombre d'un doute, avec un Pochettino, pas vraiment in the pocket, avec ce gif fabuleux en effet déniché par ce supporter. Pochettino, donc il fait énormément parler sur les réseaux, il nous fait discuter, on nous dit que la Ligue 1 est très dure cette année, c'est ça qui est mis en avant, c'est que le fait que le PSG n'avait d'habitude pas d'adversaire, mais parce que le PSG n'avait pas d'adversaire. Là, les adversaires se montrent au niveau cette année, donc on nous dit il a repris l'équipe dans le pire des mois, dans les pires mois, janvier-février, Pochettino. Il faudra donc voir en avril où on en est pour juger vraiment de ce PSG, parce qu'on veut pas juger trop tôt Mauricio Pochettino, on verra la saison prochaine, il a pris le groupe en cours, il n'a pas choisi
choisi les joueurs, ni surtout la méthode de la préparation physique. La préparation physique post-Final 8, elle est vraiment pointée du doigt puisqu'il n'y en a pas eu. Le championnat a repris dans la foulée. Donc voilà, certains attendent d'en voir plus par rapport à son plan de jeu, de retrouver les absents, mais au PSG, il y a toujours des absents en fait finalement chaque saison. Donc du côté des réseaux, on va se féliciter finalement de la bonne tactique choisie par Pochettino et ses changements du côté de Barcelone, de dire que voilà, dans un match clé, il s'est révélé. Et puis certains sont convaincus aussi qu'avec Rafinha, Verratti au milieu, Monaco n'aurait jamais battu le PSG. Pochettino a commis l'erreur d'aligner à nouveau, comme certains, Gay, Danilo, Herrera, ces gens-là qui, selon les suiveurs du PSG, ne sont vraiment pas à la hauteur, notamment techniquement. Bref, on a fait un sondage pour s'y retrouver un petit peu dans la nouvelle mouture Pochettino, le nouveau PSG, savoir ce qu'il en est de ses débuts, sont-ils réussis? Plus de 1300 votants à l'arrivée, c'est un non, 70%, parce que elle a laissé des traces, cette défaite face à l'AS Monaco à domicile. Et puis le lendemain du Barça, c'était 95% voilà. Oui, bien évidemment. En tout cas, le PSG va jouer ce week-end sur la pelouse de Dijon. Et oui, c'est la Ligue 1, c'est le pain quotidien des Parisiens, mon cher Sébastien. Dans quelques instants, on revient en plateau, on va parler de Giroud. Je pense qu'on refera même en plateau cette bicyclette magnifique. Julien se proposera. J'ai hâte de voir ça.